pense que tout le monde voit l'écran que je partage maintenant. Donc, c'est assez rapide, en fait, ma présentation, mais c'est une partie qui est importante parce que moi aussi, lorsque je suis arrivé ici au Québec, je ne comprenais pas trop la partie moyenne cumulative et tout, OK? Donc, moi je suis diplômé d'école française, donc ce qui fait que je ne connaissais pas trop. Donc, le but ici, c'est de vous parler des codes, des règlements de l'EQ et vous donner un petit exemple de calcul de la moyenne cumulative parce que, et lorsque vous allez voir, Justine va vous parler du guide de stage, là-dedans, on dit qu'il faut avoir une moyenne d'au moins 3 sur 4,3 pour que vous puissiez partir en stage. Donc, vous comprenez, ça commence à devenir très important. Donc, en fait, lorsqu'on parle de la cote, c'est que le système ici, j'adore présenter ça de la façon vraie, mais qui est un peu rigolote pour dire que vous allez avoir une note sur 100, cette note-là va être convertie en lettres, et à la fin, cette lettre-là va être ramenée à une note. Donc, au final, autant dire que c'est assez complexe. Et c'est la partie aussi qui est la partie sur laquelle les étudiants sont perdus la plupart du temps, c'est la cote, en fait. Lorsqu'on parle des cotes, ici, je vous ai pris le tableau qui est en fait, c'est la version standard que n'importe quel professeur pourrait utiliser. J'ai bien dit pourrait utiliser parce que suivant les règlements de l'Université du Québec et de l'Université du Québec à Chicoutimi, en fait, le prof n'est pas obligé de tenir compte de cette grille-là. Ça signifie pour un cours, a priori, si vous avez entre 97 et 100 sur 100, c'est à ce moment-là que vous devriez avoir plus. Mais un professeur pourrait très bien choisir de dire, moi, en fait, ce que j'utilise, c'est 92. À partir de 92, l'étudiant aurait A+. Un autre prof pourrait très bien dire aussi que lui, c'est à partir de 90 qu'il accorde son A+. OK? Donc, autant dire, ça dépend vraiment du prof. Et regardez ici, j'ai pris le cas. Par défaut, la note de passage, c'est C à 60. OK? C'est 60 sur 100. Mais un autre prof pourrait dire, non, 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 moi, je mets ma note de passage à 50 sur 100. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un prof, s'il met dans le plan de cours la grille pour l'écoute, il est obligé de respecter cette grille. Mais s'il n'a pas mis de grille, c'est lui qui va déterminer sa grille après. OK? C'est quoi la logique derrière tout ça, en fait? C'est que généralement, on dit que les notes des étudiants doivent avoir une distribution normale. Donc, le prof peut tout simplement, à la fin, lui, il va regarder la distribution des notes et puis choisir ses cotes au final pour avoir une distribution normale des notes. Donc, c'est un petit peu la logique qu'il y a derrière. Mais comme je dis, si le prof, il ne donne pas sa grille au départ, il peut utiliser n'importe quelle grille pour ses cotes. Mais lorsque vous êtes dans le cours, donc du coup, ce qui est important, ce n'est pas du tout la note sur 100. Parce que la note sur 100, comme vous le voyez ici, avoir 92 pourrait très bien signifier A+, alors que pour ce prof-là, un 92, en fait, reviendrait à un A-. OK? Ça reviendrait à A- ici, alors que pour lui, ce serait un A+. Et la différence entre A- et A+ est quand même notable. Pourquoi cette différence est notable? Parce que c'est sur la valeur des notes. C'est ce qu'on a ici. Les codes que vous avez, A, comment il faut les comprendre? A correspond à 4, B à 3, C correspond à 2. Et lorsqu'on dit plus, on rajoute. OK? On rajoute 0,3 dessus. Et lorsqu'on dit moins, on enlève 0,3. Ce qui fait en sorte que A, c'est 4. 4 plus 0,3, ça nous donne le A+, qui est 4,3. Mais 4 moins 0,3, ça nous donne le 3,7. Pareil pour B. Et à la maîtrise, la plus faible note que vous pouvez avoir, c'est un C. Okay? Mais ce qui est important, c'est que c'est la moyenne que vous allez avoir. Du moment que vous avez suivi 3 cours, on va calculer votre moyenne. C'est ce qu'on appelle la moyenne académique. Et cette moyenne académique-là, en réalité, il faut qu'elle soit autour de 3, je vous dirais. Parce que ça, ce n'est pas autour de 3, vous pouvez être en sanction. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être en sanction? Là, c'est les règlements de l'Université du Québec qui le précisent. Donc, ce qu'on dit, après 9 crédits, donc après 3 cours de maîtrise, OK, un étudiant qui verrait sa moyenne entre 2,5 et 3, OK, pourrait être imposé, on pourrait lui imposer des sanctions. Ça veut dire quoi les sanctions? Par exemple, un étudiant dont la moyenne serait entre 2,5 et 3, on pourrait dire à la personne, ben, par exemple, tu ne pourrais plus prendre 4 cours pendant une session normale. OK? Mais, et puis, on pourrait dire aussi à l'étudiant, par exemple, tu ne peux pas partir en stage vu que ta moyenne est inférieure à 3. Nous, c'est ce qu'on faisait au DIM.
Mais cette année, je reconnais que c'est une situation particulière, en fait. C'est vraiment une situation particulière. Bon, je n'ai pas appliqué ça, en fait. Cette année, je n'ai pas convoqué les étudiants qui avaient des moyennes inférieures à 3 pour les mettre en sanction. Parce que je trouvais, d'une façon générale aussi, depuis que je suis responsable de programme, je me rends compte, les étudiants qui arrivent comme ça pour la maîtrise, à la première session, ont généralement de moins bonnes notes que la deuxième session. Pourquoi? Parce que vous arrivez dans le système, vous ne comprenez pas vraiment le système. Vous voyez que vous avez beaucoup de temps libre, mais c'est au fil de la session que vous vous rendez compte que les profs vont vous demander aussi beaucoup de choses à réaliser. Vous avez des projets et les projets vous demandent beaucoup de choses à faire. Et aussi, l'autre chose, c'est que les étudiants, ils ne comprennent pas encore le système, leurs notes sont un petit peu plus basses, mais après, au deuxième trimestre, leurs notes augmentent. Ce qui fait que je n'ai pas mis en sanction les étudiants. Mais ça reste important. Pourquoi c'est important? Là, c'est l'autre point. Parce que si la moyenne académique est inférieure à 2,5, OK? Si votre moyenne est inférieure à 2,5, ça ne sert à rien de partir en stage. Parce que en dessous de 2,5, vous ne pouvez pas obtenir votre diplôme. Donc, si votre moyenne est inférieure à 2,5, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas obtenir le diplôme. Donc, c'est assez simple. Le stage, en fait, vous n'avez pas une note pour le stage. Pour le stage, la note que vous allez avoir, c'est S ou E, à savoir succès ou échec. Et un succès, ça ne vous donne aucune cote. Donc, le stage n'est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne académique. Ce qui fait que si vous avez suivi tous vos 10 cours pour la maîtrise, mais arrivé au fin de l'été, votre moyenne est finie. Comme dirait un Québécois, c'est cani, c'est fini. On ne peut plus changer la note. On ne peut plus changer la moyenne. OK? Donc, ce qui fait en sorte que vous devez vous assurer d'avoir une moyenne qui est supérieure à cela. Parce que normalement, je vous aurais dit, vous devez vous assurer d'avoir une moyenne supérieure à 3. C'est ce qu'il faut d'ailleurs. Mais dans les conditions actuelles, même si la moyenne est inférieure à 3, je ne vais pas vous empêcher de partir en stage. Parce que là-dessus, j'ai un règlement au DIM qui dit que vous devez avoir une moyenne supérieure à 3. Pourquoi? C'est parce que nous, on tient, lorsque les étudiants ont un stage, que les employeurs soient contents. Lorsque les employeurs sont contents, ben, c'est important, ça fait en sorte qu'ils reprennent nos étudiants. OK? Et si vous avez des contacts d'anciens étudiants qui sont partis en stage, la plupart ont été embauchés sur le lieu de stage parce qu'on s'assure que les étudiants sont prêts, ils vont en stage et ils se font embaucher. Donc, c'est vraiment important pour nous. Donc, c'est pour ça qu'on disait qu'il faut que la moyenne soit supérieure à 3. Mais bon, année particulière, on prend des mesures exceptionnelles, ce qui fait que cette année, mais la partie 2,5, on ne peut pas passer outre, c'est les conditions de l'Université du Québec. Donc, il faut avoir une moyenne qui est supérieure à 2,5. Et finalement, je voudrais vous montrer un petit exemple. Ici, c'est un exemple que j'ai pris une année comme ça. J'ai été prendre un exemple pour le calcul de moyenne. Vous voyez, un étudiant qui, c'est lorsqu'on se rend compte, en fait, vous voyez, regardez les 4 premiers cours de l'étudiant. Première note, C+, deuxième C, ensuite B-, ensuite C. Excusez-moi, On Oui, les voit pas. on voit pas en fait, oui. vous ne voyez, comment ça, vous ne voyez pas ça? OK, vraiment bizarre. Okay, j'ai repartagé mon écran. OK. Est-ce que c'est Bouzaza qui a parlé tantôt? Qui me dit, ah oui, c'est ça, Samy Oui, c'est moi, oui, Bouzaza. c'est moi. Oui, j'ai reconnu la voix, en fait. Est-ce que là, maintenant, vous voyez mon écran Pas encore, non. avec les moyennes? Vous ne la voyez pas encore? Eh bien. C'est encore noir pour l'instant. Eh bien, OK, partage l'écran. Oui, non? Non plus? Wow. Eh bien, moi qui adore Zoom, j'ai arrêté de dire que Zoom est bien. J'ai recommencé avec mon partage. Partage de l'écran, je vais ici. Est-ce que c'est bon là? Non plus. On a un écran noir et ça veut que vous avez commencé à partager, mais il n'y a rien qui s'affiche. C'est bizarre ça. Ok, je vois. Je comprends vraiment pas pourquoi. Pourtant, c'est le même PowerPoint que j'ai partagé tantôt, que je repartage à nouveau.
Diaporama, partage. Non plus. Ah, OK. Bon. Si vous n'avez rien, attendez, OK. Je vais faire quelque chose. Ce ne sera pas la meilleure des façons. Vous voyez l'écran là maintenant au moins. Vous ne voyez pas l'écran? Non. Non plus. Attends, OK. Là, je n'ai même pas mis en mode diaporama pour m'assurer que vous voyez l'écran, en fait. Donc, si vous ne le voyez, voyez pas l'écran, je ne saurais quoi dire cette fois-ci. Bizarre. OK. C'est bizarre. Je vais recommencer une dernière fois parce que là. Là, on voit. Toujours. Vous voyez mon écran maintenant? Oui, ça y est. Ouais. Oui, oui, ça y est. Est-ce que là, vous voyez l'exemple qui est à l'écran? Oui, maintenant, Oui. c'est bon. Écoutez, j'ai aucune idée, là. C'est bizarre. OK. Bon, c'est un exemple que j'avais pris une année. Je trouve l'exemple vraiment intéressant. C'est pour ça que j'ai gardé le même exemple, en fait. Regardez pour cet étudiant, regardez les 4 premiers cours. OK? Les 4 premiers cours, C+, C, B-C. OK? Vous voyez, la moyenne ici, c'est inférieur à 3, là. La moyenne, c'est plutôt autour de 2,5, la moyenne de cet étudiant-là. Après, la moyenne augmente, là, parce qu'on a 3,7, 2,3. Et regardez, vraiment, à la fin, on a de bonnes notes. Et l'étudiant qui termine avec une moyenne de 3,16 sur 4,3. Donc, cet exemple, c'est pour vous montrer qu'au début, effectivement, il y a quelque chose que les étudiants, au début, ils ont de moins bons résultats. Mais après, ça s'améliore. On s'en rend compte. OK? On s'en rend compte que ça s'améliore. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ça peut arriver qu'au début, vous avez de moins bonnes notes, mais après, lorsque vous entrez dans le système, il y a une amélioration, il y a une vraie amélioration qui est faite. Donc, c'est important. Et puis, dernièrement, j'ai parlé avec un étudiant qui m'a dit qu'il n'a pas été regarder sa moyenne académique. Donc, vraiment, je vous invite à aller regarder votre moyenne académique. C'est extrêmement important. OK? C'est extrêmement. Parce que si vous avez une moyenne qui est inférieure à 2,5, vous ne pouvez pas réussir. Donc, j'espère que vous avez compris qu'un étudiant ici peut réussir tous ses cours et échouer. Parce que si vous réussissez, si vous avez des C, vous réussissez. Vous avez C+, vous réussissez. Si votre moyenne est entre C et C+, votre moyenne académique est inférieure à 2,5. Donc, ce qui fait en sorte que vous allez échouer l'année. OK? Donc, vous pouvez réussir tous vos cours et quand même échouer l'année. Donc, c'est extrêmement important comparé au système français ou bien dans les autres systèmes où vous avez tout le temps, si vous avez tout le temps des 10, des 11, bien, vous allez réussir l'année. Alors que ici, si vous avez tout le temps des C ou bien des C+, vous allez échouer. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir tout le temps des notes comme étant des C et des C+, parce que votre moyenne va être inférieure à 2,5 à ce moment-là. OK? Donc, c'est ça que j'avais préparé pour vous. Bien sûr, par contre, si vous avez des questions concernant la moyenne académique, vous pouvez me les poser dès maintenant. OK? Donc, j'arrête le partage. Et puis après, le parti que Justine va vous présenter, c'est là que probablement vous allez avoir beaucoup plus de questionnements concernant les stages, mais sa présentation est assez détaillée. Je ne m'inquiète pas là-dessus. S'il y a des questions, bien sûr, je suis preneur. Vous pouvez parler ou bien écrire dans le chat, comme Justine avait mentionné aussi. Tout à fait. Il n'y a personne dans le chat pour l'instant qui pose des questions. Il ne semble pas y avoir de main levée non plus. Okay, parfait. Ben, je te laisse la place, Justine. Parfait, merci. Il y a des gens tantôt qui m'indiquaient que la présentation était à la verticale. Est-ce que vous voyez bien à présent la présentation? Là, c'est clair. C'est comme il faut. Parfait, merci.
Donc, pour ce qui est donc, du déroulement de la rencontre, on a déjà passé la moyenne académique. Si jamais des questions vous parvenaient au fur et à mesure de la rencontre concernant du moins la moyenne académique, n'hésitez pas à écrire, du moins, on peut faire des petits pop-up si vous avez un questionnement qui apparaît subitement. On va passer à présent aux critères d'admissibilité et les modalités du stage de deuxième cycle. Le stage de deuxième cycle est un stage de 675 heures d'une durée de 20 à 24 semaines. Donc, comme a mentionné tantôt Bob, le résultat du stage, qui est ce que je vous souhaite tous, succès ou échec, il donne droit à 15 crédits universitaires, mais le résultat n'est pas comptabilisé dans votre moyenne à ce moment-là. J'en profite pour dire que la présentation PowerPoint va être rendue accessible également sur le site web du DIM. Donc, il y a beaucoup d'informations dans la présentation que je fais. Tout est majoritairement pris à partir du site web du DIM, du site de l'UQAC ou encore du guide de stage qui est très, très important. Donc, ne vous inquiétez pas si il y a trop d'informations, je n'ai pas eu le temps de tout noter, ça va être rendu accessible. C'est possible pour les étudiants qui ne veulent pas faire de stage de faire un essai de 15 crédits. Donc, c'est cependant à valider auprès de votre école en France. Il y a une date aussi limite pour faire cette modification de cours-là de stage à essai. Ça concerne une petite partie des étudiants, là, mais c'est bon de le mentionner pareil. Vous allez être jumelé dans le cadre de votre stage avec un superviseur UQAC. Donc, un professeur du département. Le jumelage va être effectué à la mi-mai. Vous allez recevoir donc des communications via courriel avec votre superviseur suite au jumelage. Concernant le stage, il doit être rémunéré. J'ai mis les liens concernant les règles de rémunération des stagiaires au Québec ainsi que les stagiaires en France, car votre stage peut être effectué ici au Québec, tout comme dans n'importe quel autre pays, ainsi qu'en France, comme c'est souvent le cas, les étudiants vont faire leur stage en France, étant donné qu'on a une belle majorité d'étudiants en provenance de nos partenaires français qui sont chez nous. Les congés horaires de travail, ceux de l'entreprise prévalent sur celles de l'UQAC. Ben là, j'ai dû rentrer, tel qu'on s'était congé à l'UQAC, mais j'ai dû rentrer dans le cadre de mon stage à la demande de l'entreprise. C'est eux qui ont la décision, donc, de vous demander d'entrer ou pas. Donc, le stage peut être réalisé Québec ou hors Québec. Les documents à remplir diffèrent selon le lieu de stage. On va en parler un peu plus loin. Donc, pour s'inscrire à l'activité de stage, vous devez avoir complété vos 30 crédits de scolarité, avoir une moyenne cumulative d'au moins 3.0 sur 4.3, mais Bob vient d'en parler, qu'il peut y avoir de légères exceptions étant donné l'année particulière qu'on a vécue. Puis, vous devez idéalement, mais ce n'est pas obligatoire, avoir suivi le cours de gestion de projet informatique. Donc, le délai maximal de réalisation du stage. À chaque année, on a environ entre 120, 125, 140 étudiants, c'est assez variable, qui partent en stage. Normalement, vous avez, étant donné que vous êtes inscrit au cours de stage au trimestre d'été, vous avez jusqu'à la fin du trimestre d'été suivant pour trouver votre stage, pour le débuter ou l'avoir réalisé. On est conscient que le contexte habituel a fait en sorte que ça peut être plus difficile pour certains étudiants de se trouver un stage. Je vous dirais que l'immense majorité des étudiants inscrits au cours de stage à l'été dernier ont soit trouvé, débuté ou terminé leur stage. À l'heure actuelle, on est vers la fin du trimestre d'hiver. Donc, un étudiant inscrit au trimestre d'été devra avoir soit trouver, débuter ou compléter le stage à la fin du trimestre d'été suivant. Je mets quand même les indications pour ce qui est du trimestre d'automne et d'hiver. C'est qu'habituellement, les étudiants commencent leur formation chez nous à l'automne, 4 cours à l'automne, 4 cours à l'hiver, 2 cours à l'été. Mais il y en a certains qui arrivent à l'hiver. Donc, ils feront leurs 4 cours à l'hiver, 2 cours à l'été, 4 cours à l'automne, puis qui débuteront leur stage donc au trimestre d'hiver suivant. Il faut faire attention aux délais et reports de stage. Il y a des gens qui, pour des raisons X, n'ont pas pu, ils n'ont pas pu
poursuivre leur formation académique, il y en a qui reportent leur stage à tel autre trimestre. Ça peut avoir des conséquences sur plusieurs choses. Votre statut étudiant, entre autres, votre double diplôme français, votre école peut imposer certaines règles que vous devez réussir vos crédits dans un laps de temps donné. Ça peut avoir un impact sur vos bourses françaises, votre permis de stage. La modification du stage en essai aussi, vous devez nous en informer rapidement. Si pour une raison ou une autre, vous étiez dans l'impossibilité de débuter votre stage au moment qui est prévu ou de vous inscrire au cours de stage au moment prévu, vous devez vraiment nous avertir, si possible, avant la fin du trimestre. On essaie autant que faire se peut d'être en soutien aux étudiants. Je ne veux pas dire nécessairement le mot accommoder, mais de pouvoir justement vous aider. Mais si vous m'écrivez à la fin du mois d'avril pour me dire, ou à la fin du trimestre d'été, finalement, mon stage, je ne peux pas être inscrit là, il y a des délais administratifs par-dessus lesquels c'est difficile de passer. Fait qu'on est quand même, on doit quand même se soumettre à ça. J'ai ajouté cette année une information concernant le fameux cours 8 Actes Pro, poursuite d'une activité professionnelle. Ça, c'est un cours important qui a été ajouté au trimestre d'hiver 2020, soit l'année passée, qui s'adresse aux étudiants internationaux qui font un stage ici au Québec. Ce cours-là, il n'est pas obligatoire, mais il est fortement suggéré à tout étudiant international qui effectue un stage au Québec d'être inscrit à ce cours-là. C'est un cours qui a 0 crédit, mais qui a une charge financière qui va vous être décrite dans la diapo suivante. Mais ça s'adresse à vous. Si vous êtes un étudiant international en territoire québécois, vous êtes rendu à faire votre stage, vous êtes inscrit à un programme de maîtrise pro, soit jeux vidéo 1537 ou 3037. Vous êtes toujours à la recherche de stage ou vous avez débuté votre stage. Autrement dit, si vous êtes à l'automne prochain, vous êtes toujours en recherche de stage, vous devez tout de même être inscrit à ce cours-là parce que le cours maintient actif votre dossier étudiant, votre statut étudiant, excusez-moi. Ça a une grande pertinence si vous avez à faire une demande de travail post-diplôme par la suite. Il y a des gens qui ont vu leur statut étudiant interrompu, si je peux dire, puis qui disent, ben là, j'ai été bloqué quand j'ai fait ma demande de permis de travail post-diplôme, qu'est-ce que je peux faire? Nous, on ne peut pas émettre d'attestation de fréquentation de l'UQAC à rebours. C'est illégal. Donc, si par exemple, vous êtes inscrit au cours de stage à l'été, vous débutez votre stage à l'automne, et vous êtes inscrit au cours 8 Actes Pro tout le long de votre stage jusqu'à la fin de celui-ci, vous allez avoir un statut étudiant actif, ce qui peut être super important pour vous. Donc, ce cours-là, c'est un cours à 0 crédit, mais auquel est rattachée une charge financière. Il y a des frais généraux qui sont non remboursables. Il y a la carte accès libre pour le transport en commun à Saguenay, une cotisation d'UMAJ, une assurance de la SEC. Puis, il y a aussi, ce qui est très pertinent pour plein d'étudiants, l'inscription à ce cours-là donne droit à une couverture d'assurance, moyennant des frais pour les étudiants qui ont déjà l'assurance, exemple de la RAMQ. Ça sera possible de vous faire rembourser ça. Il y a certaines dates qui sont à respecter selon le trimestre. Donc, c'est beaucoup d'informations pour les gens qui ne connaissaient pas le cours 8 Actes Pro. Comme je vous dis, il y a le PowerPoint va être rendu accessible sur le site web du DIM. Ne vous en faites pas. Alors, tantôt, j'ai parlé rapidement du cheminement. Je vous dirais le cheminement typique des étudiants. Alors, à l'automne 2020, on fait les 4 cours à l'hiver. Vous allez devoir faire votre choix de cours et l'inscription pour l'été. La plateforme va vous être, j'ai écrit début avril, mais c'est mars-avril, la plateforme va vous être envoyée via courriel sur votre courriel UQAC. Donc, la semaine prochaine, vous êtes quand même habitués. Les étudiants ont eu, depuis votre arrivée chez nous, vous avez dû normalement à faire votre choix de cours par le biais de cette plateforme-là. Aussi, il va y avoir une question qui va vous être demandée. Est-ce que vous avez à faire un stage supervisé à l'UQAC dans le cadre de votre formation? Vous indiquez oui, puis nous, on ne va pas générer la liste des étudiants qu'on va inscrire, nous, manuellement au cours de stage et cette fameuse liste-là va aider pour le jumelage. Donc, à l'été, on fait les 2 cours. C'est un trimestre intensif,
Plusieurs personnes m'ont posé la question, mais j'ai envoyé l'info dans l'infolettre de l'UQAC. Le trimestre intensif du département chez nous, c'est de début mai à la fin juin. Donc, après, vous êtes inscrit au cours de stage à l'automne. Donc, c'est la réalisation du stage au Québec ou de l'essai. Puis, à la fin de l'hiver 2022, validation du stage et obtention du diplôme dans les délais prescrits, bien entendu, par le BDR. Il y a plusieurs étudiants qui m'ont posé des questions aussi. Qu'est-ce qui arrive quand je finis mon stage, quand je réussis? Qu'est-ce qui se passe pour l'obtention du diplôme? Je vous donnerai ces informations-là un peu plus loin. Moi, je suis une fille très visuelle dans la vie. J'ai fait un tableau récapitulatif des étapes. Ce tableau-là, il est accessible sur le site web du DIM. Donc, comment ça fonctionne? Qui s'occupe de quelle étape? Ça correspond à quoi? L'échéancier, c'est quand est-ce? J'ai jusqu'à quand pour le faire? Qui est responsable par exemple, de la recherche de stage ou de la transmission des documents? C'est vous, les étudiants, qui devez rechercher votre stage. Il y a des outils qui sont à votre disposition. Les documents, avant, quand on était en personne, on pouvait s'assurer par exemple, de la signature en main propre. Là, tout se fait via courriel. Certains lieux de stage demandent quand même des documents papier. On peut voir à titre exceptionnel quoi faire dans ces cas-là. Mais bref, c'est très détaillé là-dessus, puis c'est clair. Vous savez où est-ce que vous êtes rendu, qu'est-ce qui doit être fait. Les rencontres avec mon superviseur, ça se fait à quel moment, ça va se faire de quelle manière et tout ça. Tout est là-dessus. Vous devriez avoir reçu par courriel au courant du trimestre d'hiver, je pense que ça s'est fait en fin janvier, début février, un courriel de la part du bureau du registraire, une lettre en appui à votre demande de permis de stage coop. Tous les étudiants qui vont faire un stage ici au Québec ont besoin de ce document-là. Mais ça a été envoyé à tout le monde, sans exception, afin d'éviter la gestion des demandes à la pièce. Si vous faites votre stage en France, vous n'en aurez pas besoin, mais tout le monde l'a. Si jamais, dans les courriers indésirables, quoi que ce soit, vous ne trouvez pas ce fameux courriel-là, vous pourrez faire la demande de votre lettre de votre permis cette lettre-là en appui à votre demande de permis de stage à bdrcommis@ucac.ca. Il y a les étapes sur le site sur le site pour présenter une demande de travail coop, puis des questions pour l'après-stage. Qu'est-ce qui fait? Démarche d'immigration, demande de permis post-diplôme, des choses comme ça. J'ai mis le site de l'IRCC également dans le PowerPoint. Les assurances, j'en ai parlé un peu tantôt avec le cours UTACT Pro. Si vous faites votre stage ici au Québec, bien, vous devez être assuré en plus pour la RAMQ. Tous les étudiants inscrits à nos cours, les étudiants de l'UQAC, vous bénéficiez d'une assurance de l'université. Il y a des détails, des finalités avec lesquelles moi, c'est moins ma responsabilité, avec lesquelles je suis un peu moins... je travaille moins avec ça, si je vous dirais. Si vous avez des questions par rapport aux assurances, je vous invite à contacter SAEI@ucac.ca, Service aux étudiants internationaux @ucac.ca. Ils vont être en mesure de répondre à vos questions plus pointues par rapport à ça. Les outils de recherche de stage. Le site web du DIM, je vous en parle à toutes les semaines dans les infolettres. Il est super important parce qu'on a mis beaucoup d'outils de recherche de stage. Même si vous avez la responsabilité de vous trouver un stage, on ne vous laisse pas tout seul dans le néant sans rien. Il y a les offres de stage. Le site est très à jour. Les offres de stage sont retirées au fur et à mesure de leur... Quand les dates sont échues, c'est mis à jour de façon quotidienne, sinon hebdomadaire. Il y a une liste d'entreprises. J'ai ajouté une liste de sites de recherche de stage. C'est très récent, ça date de quelques semaines. Il y a un portrait de l'industrie pour les gens qui sont plus dans le milieu du jeu vidéo. Aussi, on organise de façon régulière des présentations d'entreprises. Tout est enregistré, puis ces présentations-là sont rendues disponibles sur le site web du DIM. On a eu en novembre dernier la présentation de David Bouchard du studio Ubisoft de Québec qui donnait des bons cues, excusez-moi l'anglicisme, pour
pour préparer sa candidature et tout ça. En scoop, je vous annonce que le 14 avril prochain, il y a le studio Binox de Québec, studio de jeux vidéo qui est établi à Québec depuis 20 ans, qui va venir faire une présentation en mode virtuel aussi. Donc, ça va être, bien entendu, vous serez invités. Vous avez beaucoup, donc, d'outils, beaucoup de ressources. N'hésitez pas à consulter le site du DIM, le portail. Il peut y avoir des annonces de stage sur le portail emploi du CAC, le portail du DIM, bien entendu. Aussi, il y a des articles qui ont été publiés sur la préparation du CV et la lettre de présentation. Tout ça a été fait suite à des rencontres, moi, que j'ai faites, des rencontres personnalisées avec les étudiants français notamment, pour qui, par exemple, la présentation du CV diffère de la France par rapport au Québec. Moi, j'ai pris des notes. Puis je me suis dit, ce serait bon d'informer les étudiants sur la façon au Québec qu'on procède pour la lettre de présentation, la présentation du CV, des choses comme ça. Il y a des indications qui sont très pertinentes. C'est mis à jour. On s'arrange pour être à l'affût des normes, des demandes faites par le milieu. Il y a des outils aussi pour la préparation du portfolio pour les programmeurs. C'est super important, même si parfois on peut considérer, moi, je suis un programmeur, je ne suis pas un artiste, pourquoi je ferai un portfolio? Il a son importance. Une candidature spontanée? Oui, ça se fait. Comment qu'on procède? Qu'est-ce qu'on fait après l'envoi de la candidature spontanée? Puis aussi, on offre des services, des conseils sur le dossier de candidature, le CV, du support dans la préparation de l'entrevue et tout ça. C'est à moi que vous pouvez envoyer les demandes. Ça peut se faire par échange téléphonique, Zoom, échange courriel, les choses comme ça. Toutes les infos sont sur le site web du DIM. Puis, bien sûr, ben là, j'ai fait une liste très rapide des sites de recherche d'emploi, Indeed, JobBoom et tout ça. Faites-vous un profil LinkedIn. C'est super intéressant. Ça permet ça peut vous positionner. On ne sait jamais quel contact on peut créer quand on commence à établir un réseau comme ça. Ça peut être fort utile. Les documents initiaux à déposer. Comme je vous ai dit tantôt, ils diffèrent selon le lieu de stage. Tout est accessible donc sur la page ucac.ca/dim/documents. Alors, peu importe le lieu de stage, il y a un formulaire de cours individualisé. Ceux, par contre, par exemple, qui seront jumelés avec Bob, il y aura c'est un formulaire d'une page où est-ce que Bob aura à mentionner moi, l'étudiant, je vois Clément de Guyane qui est là, jumelé avec Bob, par hasard, que les informations sont là. Donc, ce formulaire-là est nécessaire. Pour les stages effectués au Québec, il y a une annexe, l'annexe A, qui décrit la nature du stage, puis un protocole, qui est une page également, qui inclut les 2 écoles au besoin. Il y a des écoles en France qui n'ont pas besoin de signer les protocoles de stage. Il y en a d'autres qui le demandent. C'est laissé à ce moment-là à la discrétion de votre école. Normalement, vous devriez en être informé si votre école tient à signer le protocole de stage. Donc, ça, annexe A, protocole, c'est pour les stages effectués au Québec ou dans tout autre pays. Stage effectué en France, là, c'est différent. On a vraiment une convention de stage fait en France avec toutes les informations. C'est validé donc par les instances légales ici à l'UQAC. Les documents sont à jour sur le site web. C'est vraiment les dernières versions. Puis, les documents vont être, dans le fond, une fois remplis. Vous êtes trouvé un stage. Votre superviseur UQAC va valider, OK, on valide le stage, parfait. Tu as trouvé un stage dans telle entreprise, dans tel ministère, dans tel studio, c'est parfait. Le stage devra être autorisé par la direction du programme. Ça, c'est super important. Il ne pourra pas débuter avant l'autorisation de la part de la direction. Puis, on n'accepte aucun dossier incomplet. Par le passé, moi, je suis une fille qui est bien gentille. J'acceptais un formulaire et j'attendais le protocole ou j'acceptais l'annexe A puis j'attendais le formulaire. On ne fait plus ça maintenant. On veut éviter des erreurs, on veut éviter des pertes de documents, même si c'est en envoi courriel. On envoie les documents complets. Ça peut être votre directeur, votre superviseur UQAC qui m'envoie ça par courriel et on s'occupe de la validation finale. Moi, je m'occupe de faire l'envoi à toutes les parties prenantes, soit l'entreprise ou le studio, le ministère ou l'organisme où est-ce que vous faites votre stage. Vous-même, vous allez recevoir une copie. Également, votre superviseur UQAC. Donc, vous aurez tout ça.
Par contre, il peut y avoir des cas particuliers. Vous avez trouvé un stage extraordinaire dans une entreprise de haut niveau en France, mais ils ne veulent pas avoir ou ne veulent pas utiliser la convention de stage UQAC. C'est possible, bien entendu, de nous faire parvenir des protocoles s'il est différent de celui de l'UQAC. Cependant, on vous demande un délai de traitement. Si vous me faites parvenir un protocole d'entente qui vient d'Airbus, par exemple, moi, je dois le faire vérifier par le secrétariat général de l'UQAC. Mais on vous demande, s'il vous plaît, un délai de réponse. Quelqu'un qui m'enverrait aujourd'hui un protocole de stage différent de l'UQAC pour un stage qui commence demain, ça serait assez difficile de faire ça dans les temps, ce qui serait, somme toute, dommage, vous le reconnaissez. Donc, dès que vous apprenez que votre entreprise, votre milieu de stage demande un protocole différent, on l'envoie à moi, vous me le faites parvenir à moi, je m'arrange pour faire les vérifications d'usage. Ça peut être des clauses de confidentialité aussi, des affaires différentes. Ça peut être seulement votre école qui est inclus et pas nous. Bref, il y a plusieurs choses qui sont à valider. Ces documents-là, c'est pour vous protéger vous, c'est pour nous protéger nous. C'est ça leur importance. Ça ne se fait pas sur le coin d'une table. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez une belle expérience. Puis nous, on est en support pour vous, mais on a des documents sur lesquels s'appuyer. Il peut y avoir des avenants aussi qui sont nécessaires. Modification de date de stage. Puis cette année, j'en ai vu apparaître des modifications de lieu de stage. Par exemple, des stages qui étaient en présentiel qui sont devenus à présent en télétravail. Donc, le stage doit se faire à distance. Ces avenants-là, c'est nouveau. Je les ai ajoutés sur le site web de l'UQAC, donc sur le site web du département. Vous y avez accès. Vous pouvez donc les faire remplir. À partir de telle date, mon stage est devenu en télétravail. Donc, juste pour être au courant de tout ça, c'est accessible donc sur le site web. Tous les documents, excusez-moi, je me suis rendue à la toute fin. Les documents, l'importance du guide de stage, j'en ai parlé tantôt. C'est important, il est mis à jour à toutes les années, il est accessible sur le site web. Souvent, les étudiants me posent des questions dont les réponses se trouvent dans le guide de stage. Puis c'est pas que je ne veux pas répondre à vos questions, je vous aime tous et toutes autant que vous êtes, mais c'est qu'avec plus de 350 étudiants, actifs du moins par année académique, quand on a des petites questions dont la réponse se trouve dans le guide de stage, moi, mon réflexe, c'est de dire, référez-vous à ce document-là. On vous invite à le lire, c'est très important. Donc, souvent, les infos, les questions que vous me posez se trouvent là-dedans. Tout par rapport au rapport d'avancement, ça, votre superviseur UQAC va pouvoir vous en parler. Les rapports hebdomadaires, il va vouloir savoir où est-ce que vous êtes. Avez-vous fait des recherches? Comment ça va dans votre stage? Le fameux rapport de stage, qui est un document de 30 pages qu'on doit remettre à la fin de notre du stage. Puis une évaluation d'entreprise. Avant, on avait un formulaire papier. Là, Bob a instauré une nouvelle formule par le biais d'un formulaire web. Vous allez avoir un code unique qui va vous être attribué, qui va permettre à votre superviseur en entreprise d'accéder donc à votre dossier puis faire l'évaluation à ce moment-là. Votre rapport de stage va être évalué par un jury, un membre de l'équipe professorale du DIEM, donc qui sera normalement, dans les 10 jours après la réception de votre rapport de stage, c'est évalué normalement, puis votre professeur superviseur peut vous donner la note S que je vous souhaite à tous, bien entendu. On vous souhaite tous le succès. Suite au stage, qu'est-ce qui se passe? Je reçois ces temps-ci des questions de la part d'étudiants qui étaient inscrits au cours de stage à l'été passé, puis qui, là, ont terminé leur stage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux avoir mon relevé de notes officiel? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va prendre de temps avant que je reçoive mon diplôme? Des choses comme ça. Tous les documents officiels, les relevés de notes, les attestations de fin d'études, les attestations de fréquentation, les diplômes et tout ça, c'est émis par le bureau du registraire. Si vous avez besoin d'un relevé de notes, par exemple, c'est à partir d'un formulaire accessible directement sur votre dossier étudiant, étudiant.uqac.ca. Puis, c'est là que vous pouvez donc demander ces documents-là. Puis, votre diplôme papier, ce précieux document, vous sera envoyé par voie postale. C'est donc très important de vous assurer que l'adresse qui est sur votre
dossier étudiant, c'est pas votre adresse d'appartement à Chicoutimi si vous déménagez ailleurs. Bref, assurez-vous que l'adresse est la bonne sur votre dossier étudiant. Il y a aussi, parfois on se pose la question, ben, j'ai fini mon stage, ils m'ont fait une promesse d'embauche ou je vais être embauchée dans mon lieu de stage, comme le disait Bob tantôt. Les étudiants nos étudiants de l'UQAC qui font des stages sont très souvent embauchés par les entreprises où est-ce qui vont acquérir leur expérience. Ça arrive très souvent. Ils me demandent un relevé de notes, qu'est-ce que je fais? On va sur le site web du bureau du registraire. Il y a aussi, par exemple, votre école, si elle demande le diplôme officiel, il y a un certain nombre de jours qu'il faut attendre pour des vérifications légales d'usage avant, par exemple, l'officialisation de vos résultats. Vous devez être recommandé comme finissant. Également, au niveau de l'UQ aussi, qui doit attester la réussite de votre projet d'études, puis la préparation donc de votre diplôme. Grosso modo, ça prend entre 100 et 125 jours après la fin de votre stage pour que vous puissiez recevoir votre diplôme. Alors, voilà. J'ai passé très, 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 très rapidement. Je finis, je termine donc mon PowerPoint là. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions? Moi, je voudrais savoir par rapport à la demande de stage coop. Oui. Parce qu'en fait, donc quand je suis allé à la frontière, ils m'ont donné un permis d'études, un permis de travail. Oui. Donc, qui vont expirer en août. Mais avoir juste ça ne suffit pas pour faire un stage. Il faut avoir un autre document encore. Ben, oui, c'est que vous devez, pour faire votre stage au Québec, il faut avoir ce document-là. Répétez-moi ceux qui vous ont donné. Un permis de travail et un permis d'études, en fait. OK, parce que le permis de stage, je vous invite à aller voir est-ce que vous avez reçu le document de la part du bureau du registraire? Avez-vous vérifié? En tête, là, je ne l'ai pas, mais peut-être que, j'imagine que oui, en tout cas. Parce que il y a vraiment les étapes. Moi, je m'occupe moins du côté, comme je vous dis, le dossier étudiant, à savoir tous les documents légaux que vous devez avoir. Donc, vérifiez habituellement pour faire un stage ici au Québec, il faut faire une demande de permis de stage coop. Par la demande de permis de travail, permis de stage coop, ce n'est pas la même chose. En fait, juste par rapport au permis, s'il est rentré en France cette année, puis que quand il a fait sa demande de permis d'études, il a coché une case qui prévoyait que le diplôme de maîtrise demandait un stage à effectuer. Le permis de travail qu'ils l'ont donné avec, c'est directement le permis de coop qui est déjà fait. Okay. Par contre, si tu n'as pas coché cette case, il faudra refaire une demande de permis de coop en dehors de ton permis d'études, quoi. Mais normalement, si tu regardes, ça doit être marqué permis de travail coopératif sur ton document. OK. Parce que ce document-là risque de vous être demandé par votre milieu de stage aussi. C'est pour ça qu'on vous dans le fond, qu'on vous l'envoie, qu'on l'envoie à tout le monde. Puis, c'est ça, j'ai mis le lien vers les étapes à suivre. Comme je vous dis, le PowerPoint, il va être sur le site web parce que le lien vers les étapes à suivre. Puis, un lieu de stage ne pourra pas, par exemple, vous engager comme stagiaire ou vous prendre comme stagiaire si vous manquez les documents. D'accord. On a une question dans le chat qui porte sur le fait de savoir est-ce qu'on peut commencer les démarches de stage? Bien sûr que oui. Les superviseurs UQAC, vous allez les avoir en fait au début du mois à la mi-mai, mais de toute façon, vous n'allez pas pouvoir commencer votre stage avant parce que vous allez encore suivre des cours durant le mois de mai et durant le mois de juin. Donc, ce qui fait que oui, vous pouvez commencer à chercher votre stage et je vous invite à commencer dès maintenant, en fait. Parce que ça dépend, en fait, si vous voulez commencer, par exemple, dès le 1er juillet, vous voulez commencer votre stage, bien oui, je vous invite à chercher dès maintenant. Donc, il y en a qui en ont déjà trouvé, d'ailleurs, des stages. Exact, oui, tout à fait. Moi, j'ai une question aussi. Oui, allez-y. Par rapport au cours 8 Act Pro, on doit s'inscrire dans tous les cas si on fait un stage ou que si on fait un stage au Québec? Que si on fait un stage au Québec. Okay. Je donne un exemple. Vous êtes inscrit au cours de stage cet été. Puis pourquoi est-ce qu'on vous inscrit au cours de stage lors du dernier trimestre? Vous avez des cours, c'est carrément pour des raisons, c'est pour des raisons administratives. Si, par exemple, vous débutez votre stage à l'automne dans une entreprise à Montréal ou à Québec,
vous devrez être inscrit au cours 8 Actes Pro afin de maintenir actif votre statut étudiant. Vous commencez votre stage au mois d'octobre, puis il est prévu pour finir, par exemple, au mois d'avril. Donc, au trimestre d'automne ainsi qu'au trimestre d'hiver, vous devrez être inscrit au cours 8 Actes Pro. Parce même si votre stage dure 6 mois, vous allez être inscrit qu'une seule fois au cours de stage. On ne vous réinscrira pas parce que les frères attachés à ce cours-là, on ne veut pas vous les faire payer plus qu'une fois. Mais le cours 8 Actes Pro, on a instauré des façons de faire là, habituelles. Maintenant, les étudiants qui étaient en stage dans les trimestres précédents, je renvoie un courriel, je rappelle aux gens, vous étiez en stage au trimestre, par exemple, d'automne. Avez-vous terminé votre stage? Est-ce que vous avez besoin d'être inscrit au cours 8 Actes Pro? Puis nous, on s'occupe de faire ça. On fait ça vraiment à la demande de l'étudiant. Mais comme je vous dis, si vous n'êtes pas inscrit au cours 8 Actes Pro, vous terminez votre stage, puis là, vous faites une demande de permis de travail post-diplôme, puis, oups, vous avez un statut étudiant inactif pendant 2 trimestres. Nous, on ne pourra pas mais du coup, vous émettre de relevé de notes. OK, mais du coup, si on fait même durée de stage, mais en France, on n'a pas besoin du coup de ce cours-là. Non, vous n'en aurez pas besoin. C'est vraiment juste pour les étudiants qui sont ici au Québec. Étudiants internationaux ici au Québec. Okay. En fait, autant vous dire que le cours 8 Actes Pro, ce que ça fait, c'est que normalement, si vous êtes stagiaire, c'est comme si vous n'êtes plus étudiant dans le système ici. Donc, en vous inscrivant au cours 8 Actes Pro, c'est comme si vous étiez encore étudiant parce que vous suivez encore un cours. Donc, ce qui fait que pour ceux qui sont ici au Canada, moi j'adore dire au Canada, pas juste au Québec, OK? Pour vous qui êtes au Canada, après vous voulez rester au Canada, ou bien au Québec aussi, peut-être, vous voulez rester au Québec ou bien rester au Canada, mais à ce moment-là, ça vous permet de dire au gouvernement, vous voyez, j'étais encore étudiant, maintenant j'ai terminé, maintenant je veux chercher un travail, ou bien j'ai un offre d'emploi, je vais travailler ici. Donc, ça leur permet de dire, ah, OK, c'est parfait. Vous avez été étudiant, maintenant, vous voulez changer de statut, c'est parfait. Parce que si vous n'étiez pas inscrit quelque part, c'est comme s'il apparaît qu'il y a un trou dans le système, on ne sait pas ce que vous étiez à ce moment-là. C'est juste ça l'idée. Donc, ça va être plus compliqué d'expliquer. En fait, ça m'a pris 6 mois pour chercher mon stage. Ensuite, ça m'a pris 6 mois pour le réaliser. Donc, pendant ce 1 an-là, c'est ça que je faisais. Donc, ça peut être plus compliqué. C'est juste ça l'idée, OK? Il y a une autre question, mais avant de répondre, je voudrais aussi rajouter quelque chose, et Justine l'a mentionné assez rapidement. À la fin de votre stage, OK, déjà 2 à 3 semaines avant la fin de votre stage, vous pouvez déjà envoyer votre rapport de stage. Vous savez pourquoi? C'est parce que on a des étudiants en stage, et puis, à la fin de leur stage, l'entreprise veut les embaucher. Mais vous imaginez, si vous attendez la fin de votre stage pour envoyer votre rapport, on va prendre un peu de temps pour analyser votre rapport, ce qui fait pendant ce laps de temps-là, vous êtes supposé être stagiaire parce que vous n'avez pas encore terminé, vous n'avez pas votre attestation de réussite, donc ce qui fait que légalement, l'entreprise n'a pas le droit de vous embaucher. OK? Alors que si vous envoyez votre rapport de stage un peu avant, bien, ça donne le temps, pendant que vous êtes encore stagiaire, on évalue votre rapport, ce qui fait que vous pouvez déjà avoir votre succès et le jour que votre stage finit, vous changez en employé immédiatement après. OK? Donc, tout cela se fait très, très bien. Cette année, on avait une étudiante qui était en stage chez Ubisoft. Et puis là, c'était Ubisoft Montréal. Ils m'ont contacté au mois de décembre pour me dire, on veut embaucher cette étudiante-là au mois de janvier. On veut qu'elle commence à travailler. J'ai dit, bon, écoutez, moi, c'est ce que je veux, moi. Moi, le faire un stage, c'est un prétexte pour embaucher mes étudiants. Ben oui, donc là, elle m'a fait le rapport et puis, début janvier, elle était déjà employée chez Ubisoft. Donc, pour vous dire, ça, c'est extrêmement important. On peut jouer là-dessus. Donc, pensez à cela pour vous permettre d'être embauché assez rapidement si vous restez ici au Québec ou bien au Canada. C'est précisé d'ailleurs dans le guide de stage que oui, le rapport de stage peut être remis jusqu'à 2 semaines avant le stage. Puis dans le tableau récapitulatif des étapes, également, c'est précisé que ça peut être jusqu'à 2 semaines avant. Il y avait une autre question. Bob, est-ce que tu veux y aller? Ben oui, tu as beaucoup parlé, donc je travaille aussi un peu, ça va me changer. Mais ça concernait la convention de stage. Oui, exactement. C'est la convention de stage. En fait, nous, pour résumer, l'étudiant, il dit quelle convention qu'on va utiliser, notre convention bien de son école française. En fait, nous, on préconise l'utilisation de notre convention, OK?
de stage. Même si le stage se fait en France, on vous donne les documents. Mais si l'école dit non, on préfère utiliser la convention de l'école, nous, ce qu'elle va faire, c'est que nous, on va quand même valider pour nous assurer que c'est bien parce qu'il y a tout le temps une question d'assurance qu'il faut intervenir, en fait. Vous comprenez? Imaginez-vous, vous allez en stage quelque part et il y a un accident. Donc, bien sûr, on ne le souhaite à personne, mais ça peut arriver. Donc, il faut le prévoir. À ce moment-là, les assurances de l'ECAC vont dire, mais quelle assurance qui doit jouer? Quelle assurance doit entrer en ligne de compte? Donc, c'est pour ça qu'on veut juste s'assurer qu'on a les bons papiers. Donc, a priori, on veut offrir les conventions de l'UQAC, mais si l'école dit on préfère utiliser la convention de l'école française, mais il y a aussi des entreprises d'ailleurs qui disent on veut la convention de l'école française. D'autres qui disent on veut notre propre convention. OK? Il y a 2 semaines de ça, il y a une entreprise qui m'a envoyé les documents papier. J'ai dû signer à la main, scanner et puis envoyer une copie papier à l'entreprise. Donc, vous voyez, quelque part, on s'adapte quand même. Vous comprenez, ce n'est pas ça qu'on souhaite que tout le monde se met à dire on veut utiliser des conventions papier. C'est un peu exagéré, je trouve, mais ils veulent comme ça. Moi, ça me va, en fait. On va s'adapter aux besoins, on va s'adapter à la situation. Donc, a priori, on va utiliser les versions de l'UQAC, mais s'il faut utiliser la version d'une autre école ou bien de l'entreprise, on peut le faire aussi. Il y a une autre question. Est-ce que nous pouvons avoir le choix de notre superviseur si nous entendons avec un professeur en particulier ou sont-ils choisis aléatoirement? Normalement, je vous dirais qu'on a une liste de professeurs et moi, j'y vais par liste alphabétique carrément des étudiants. Donc, le jumelage se fait en suivant cet ordre-là. Je vous dirais que j'imagine que le système a été instauré comme ça, ça fait plusieurs années. S'il fallait qu'on puisse répondre à toutes les demandes à 125 étudiants à chaque année, ça serait un peu complexe, surtout que les professeurs ont un nombre, on a un nombre X, dans le fond, d'étudiants qui peuvent superviser. Si Bob est extrêmement populaire, j'imagine qu'il ne pourra pas superviser 40 étudiants pendant l'année en stage, ça serait bien dommage pour ceux-là qui ne seraient pas jumelés avec lui. Mais bref, on suit un ordre comme ça. Il y a un ordre de professeurs établi, puis l'ordre des étudiants. C'est moi qui fais le jumelage, puis je reviens avec la liste des professeurs à ce moment-là. Ben, en fait, et aussi, je rajouterais quelque chose, c'est le moment de travailler avec d'autres personnes aussi. Là, vous partez en entreprise, vous allez voir à l'entreprise, j'espère que vous allez retrouver des gens avec qui vous allez vous entendre, que vous allez développer une belle chimie pendant 30 ans. Mais la réalité, des fois, on se retrouve avec des personnes avec qui on s'entend moins et il faut être professionnel, il faut travailler avec aussi. Donc, c'est un petit peu la réalité que vous allez avoir là. Mais un prof, en fait, le prof qui est jumelé avec vous, là aussi, je peux vous donner des informations là-dessus. Qu'est-ce que le prof va vous demander, en fait? Le prof va vous dire tout simplement, aux 2 semaines à peu près, il y a des profs qui vont dire c'est par semaine, aux 2 semaines, vous dites au prof comment que ça se passe dans l'entreprise. On ne veut pas avoir des détails de ce que vous faites. Dites-vous bien aussi, la plupart des entreprises ne voudraient même pas que vous nous donniez des détails sur ce que vous allez faire en entreprise, OK? Vous comprenez? Il y a des étudiants qui travaillent sur les concepts de jeux dans des boîtes ou bien sur des projets sensibles. Bien, on ne veut pas avoir toutes ces informations-là. On veut juste savoir, j'ai essayé de faire telle chose, j'ai eu tel problème, voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça se passe. Le pourquoi, en fait, c'est tout simplement, vous allez faire un stage, OK? Mais ça pourrait très bien arriver que vous allez quelque part. Vous essayez de travailler sur un problème parce que des fois, on le comprend bien, il y a des entreprises qui ont des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre et qui vont donner ça à un étudiant. Et puis, arrivé au bout de 5 mois, l'étudiant, il n'a pas obtenu les résultats escomptés. Mais nous, en tant que prof, on veut pouvoir évaluer le travail qu'a fait l'étudiant. Si l'entreprise, à ce moment, dit, bon, l'étudiant n'a rien fait, mais en fait, on se rend compte que l'étudiant a eu des problèmes, c'est quoi les aides qui ont été apportées à l'étudiant? On veut pouvoir évaluer tout ça. Donc, ça, c'est une façon aussi pour vous protéger, pour évaluer votre travail, en fait, pour qu'on puisse comprendre ce que vous avez fait comme apport dans le stage, pour qu'on ne puisse pas tout simplement prendre l'évaluation de l'entreprise pour argent comptant. Mais jusqu'à maintenant, je dois vous avouer, des fois, j'ai même du mal à croire que les entreprises sont autant satisfaites de nos étudiants. Là. Je le disais à Justine il y a quelques mois de ça, j'ai reçu une évaluation. On m'a dit excellent, excellent, excellent sur tous les points. Et comme commentaire, l'évaluateur a dit, je suis vraiment désolé d'être excellent partout, mais je suis vraiment
excellemment satisfait du travail de l'étudiant, donc je ne peux rien mettre d'autre, en fait. Donc, moi, j'ai fait des blagues avec ça en disant, bon, au final, ben, écoutez, c'est un problème, parce que là... Donc, autant vous dire que c'est pas parce qu'on pense que nos étudiants ne sont pas bons qu'ils ne vont pas réussir le travail et tout, mais c'est plutôt parce qu'on veut se préparer au pire des cas. Donc, je veux me préparer au pire des scénarios. Vous avez un superviseur, vous lui faites un suivi, et puis ça nous permet de nous assurer comment que ça va dans l'entreprise et tout. Et puis, pour qu'on puisse aussi avoir un feedback concernant les entreprises aussi. Parce que s'il y a une entreprise qui s'amuse à prendre des stagiaires, qui ne fait pas de supervision, qui laisse le stagiaire dans son coin, le stagiaire n'est pas intégré à l'entreprise, et après, il dit, bon, l'étudiant, on ne l'embauche pas, ça n'a pas bien été. On veut être informé de ces informations-là. On veut être au courant. Comme ça nous permettrait, en fait, de savoir, ben, telle entreprise, oui, il faut envoyer nos étudiants, à telle autre, il ne faudrait pas. Mais jusqu'à maintenant, je dois vous avouer, ça se passe super bien. Donc, c'est tant mieux, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aurais une dernière question. J'aimerais savoir si les règles de rémunération pour les essais, c'est les mêmes que pour les stages ou c'est d'autres règles? Ah, ben là encore, je peux répondre, en fait. Et, OK, sur les rémunérations pour les stages, premièrement, c'est vrai qu'on dit que c'est obligatoire, mais ça, je mets quand même un petit bémol là-dessus. En temps de pandémie, cette année, j'ai accepté un stage qui n'était pas rémunéré. Ça, je dois l'avouer, OK? Mais aussi, pourquoi on impose que ça soit rémunéré? C'est parce qu'on ne veut pas qu'un étudiant, on a déjà eu ça. Ça fait quelques années, il a pris son ami s'est dit, ah, je vais faire une entreprise. Et puis, son ami a créé l'entreprise et puis il était la seule personne qui travaillait dans l'entreprise. Donc, en fait, c'est comme, tu as ton ami, au final, l'ami crée l'entreprise et puis tu vas faire ton stage dans l'entreprise. Donc, on ne veut pas ce genre de choses-là, en fait. On veut que l'entreprise s'investisse, qu'il y ait un investissement et tout. Maintenant, pour la rémunération, ben oui, c'est sûr. Pour ce qui est des essais, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est. Un essai, en fait, c'est qu'un étudiant, il travaille avec un professeur. Donc, il va faire l'équivalent de son stage avec un professeur. Donc, c'est le moment, par exemple, il va tout simplement faire de la recherche avec un prof. Et généralement, oui, c'est payé, en fait. Moi, lorsque j'ai des étudiants en essai, je leur donne autour de 1 000 $ par mois de travail, à peu près. C'est une bourse. Donc, ça fait que si l'étudiant il fait 6 mois, ça lui donne 6 000 $ de bourse qu'il a, en fait, comme rémunération. Et le fait de faire un essai, ça n'empêche pas, après, d'aller vers le monde de l'entreprise. J'ai des étudiants qui ont fait des essais avec moi et qui, par la suite, ils sont partis en entreprise. Il y en a d'autres qui sont partis au doctorat. Donc, j'en ai un qui a fait un essai avec moi qui est à Ubisoft Paris. J'en ai d'autres qui sont à Ubisoft Montréal. J'en ai plusieurs qui sont à Ubisoft Saguenay. Et j'en ai plusieurs qui sont partis au doctorat. Il y en a qui ont fait leur doctorat avec nous ici à l'UQAC et d'autres qui ont fait leur doctorat dans d'autres universités. Donc, ceci n'empêche pas cela. Il y a beaucoup, beaucoup de configurations possibles, en fait. Donc là, il suffit que la personne s'intéresse un peu au monde de la recherche, contacte un prof, discute avec le prof pour voir c'est quoi les possibilités. Mais aussi, comme l'avait mentionné Justine, de valider aussi avec votre école parce qu'il y a des écoles qui veulent… Ben, en fait, ce n'est pas que l'école ne veut pas. En fait, la raison est simple. La plupart d'entre vous, vous venez d'école d'ingénieurs et dans les réglementations, il faut faire des stages en entreprise. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a des étudiants qui, leur premier stage en France, ils ne l'ont pas fait dans une entreprise. Donc, si maintenant ce stage-là, ils ne le font pas dans l'entreprise, ben, ils n'auront pas validé tous les critères pour avoir leur diplôme d'ingénieur en France. Donc, c'est à cause de ça que certaines écoles sont réticentes en disant non, tu ne peux pas faire un essai donc, qui serait dans un laboratoire de recherche. Il faut vraiment aller dans une entreprise parce qu'il te faut cette expérience-là. Donc, ça, il faut tenir compte de cet aspect-là, en fait. Donc, vous comprenez, ça dépend de la personne. Donc, un étudiant qui l'a déjà fait dans l'entreprise, peut-être que cet étudiant-là peut se permettre de faire un stage en laboratoire. Donc, ce qu'on appelle un essai finalement. OK, ben merci pour les informations. De rien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Moi, j'en avais bien une par rapport à… Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris parce que, en gros, comme la plupart des étudiants, moi j'ai commencé ma maîtrise en septembre, donc normalement je fais le semestre d'automne, puis d'hiver, puis d'été. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'en fait on est inscrit au stage à l'été aussi, pas à l'automne. Oui, effectivement. Je peux vous répondre à cela. En fait, oui, vous êtes inscrit à l'été, pendant le trimestre d'été, pas au trimestre d'automne, en fait. C'est une question administrative, vous allez comprendre, en fait. C'est que
Vous allez vraiment comprendre cette année. Parce que suivant les règles, en fait, d'immigration au Québec, votre stage, OK, vous êtes considéré un étudiant. Normalement, c'est lorsque vous êtes sur le sol québécois. Si un étudiant se décidait, moi, en fait, je ne fais pas mon stage ici au Québec, je pars faire mon stage en France, bien là, le système d'immigration pourrait dire, bien en fait, je ne reconnais pas le stage qui a été fait parce qu'il n'était pas fait sur le sol québécois. Et à ce moment-là, pour payer le stage, vous devriez payer le tarif d'étudiant international. Et croyez-moi, ça vous ferait vraiment pas plaisir de payer le tarif d'étudiant international. Donc, par conséquent, pour vous permettre de payer le tarif l'étudiant québécois, donc on vous inscrit au stage pendant que vous êtes encore sur le sol québécois. Donc, c'est la raison, en fait, c'est la vraie raison pour laquelle on le fait. On vous inscrit à l'été et non pas à l'automne prochain. Parce que si vous repartez en France pour aller faire votre stage en France ou bien ailleurs, imaginez-vous, vous restez au Canada, vous partez au Québec, vous partez en Ontario, OK? Vous partez ailleurs au Canada, vous n'êtes plus sur le sol québécois. À ce moment-là, vous allez devoir payer les frais d'étudiants internationaux. Donc là, ça serait beaucoup trop grand. Donc, le mieux, c'est de vous inscrire pendant l'été, pendant que vous êtes encore ici, et ça vous permet à ce moment-là de payer le tarif comme des étudiants québécois. C'est pour ça que vous êtes inscrits à l'été et non pas à l'automne prochain, en fait. Est-ce que c'est clair? Oui, je crois. Parfait. Mais du coup, je vais juste. Parce que du coup, le souci que j'ai, je pense, c'est que quand j'ai demandé la lettre au bureau du registraire, moi je ne savais pas que c'était à l'été quand on commençait les stages. Du coup, quand on m'a demandé à quel semestre c'était, j'ai dit automne 2022. Enfin 2021, pardon, automne 2021. Et du coup, j'ai appliqué mon permis de stage coop avec ça. Est-ce que ça va poser problème? Il faut que je le fasse avec avec le fait que ça commence en été. En fait, moi, je dirais que non, parce que c'est l'inscription que vous faites. En fait, c'est comme peut-être que si vous voulez commencer votre stage, si votre permis commence en septembre, peut-être que ça signifierait que vous ne pourriez pas commencer votre stage, par exemple, en juillet, en août. OK? Mais ça serait juste ça que vous auriez comme délai, que vous seriez comme peut-être obligé de respecter. Ça serait ça la différence pour vous. Mais après, ça ne pose pas de problème que vous ayez le permis qui commence en septembre et vous commencez votre stage en septembre. En effet. Mais je vais faire le bon responsable. Je vais vous dire qu'en immigration, je ne connais pas les lois de l'immigration. Donc là, il faudrait vraiment valider ce que je viens de vous dire avec le bureau de l'international, probablement, qu'il faudrait valider tout ça là-dessus. Là. Parce que moi, je n'ai jamais eu à faire cette partie-là. Et puis, de toute façon, les règles d'immigration changent tout le temps aussi. Avec la pandémie, ça a complètement changé. Vous n'êtes pas sur le sol québécois, vous payez le tarif québécois. Donc, ce qui fait que cette année, effectivement, ça a changé. Les choses ont changé. Donc, ça, il faudrait voir. Avec SAEI@ucac.ca aussi, je vous ai remis le courriel. Si on peut dire ça, service aux étudiants internationaux, le SAEI@ucac.ca, si vous avez des questions plus pointues à ce niveau-là. Du coup, j'ai une petite question. Pour le trimestre d'été, on est inscrit automatiquement au cours de stage ou on doit le faire nous en sélectionnant nos cours? Dans la plateforme de Pré-choix de cours qu'on va vous faire parvenir, il va y avoir une question qui va ressembler à est-ce que vous aurez terminé votre formation académique à la fin du trimestre? Si oui, avez-vous un stage à faire supervisé par l'UQAC dans le cadre de votre formation chez nous? Pourquoi qu'on pose cette question-là? C'est parce qu'il y a des étudiants de trimestre d'été qui vont avoir commencé à l'hiver. Alors, moi, je ne peux pas inscrire systématiquement tout le monde au cours de stage. Il y en a qui n'auront pas assez de cours. Il y a aussi le fait que pour certains étudiants, c'est des cas plus rares, mais ça a pu causer des problématiques par le passé. Certains étudiants, les stages sont supervisés par leurs écoles en France. C'est la raison pour laquelle on vous pose la question. Est-ce que c'est un stage supervisé par l'UQAC dans le cadre de votre entente et tout ça? Donc, pour les quelques rares exceptions qui auront à faire un stage supervisé par votre école en France, mais vraiment, c'est le stage, c'est eux qui s'en occupent, c'est eux qui le valident et tout ça.
Donc, nous, on ne vous inscrira pas. On va s'arranger pour que la question soit claire, pour qu'il n'y ait pas, ou du moins le moins possible d'ambiguïté. Mais c'est ça. Ça sera pas. Dans la plateforme, vous n'aurez pas le choix de répondre à cette question-là, à ce moment-là. S'il fallait que par hasard, par exemple, on vous a inscrit au cours de stage, et mon Dieu, il ne fallait pas, je n'ai pas terminé mes cours. Comme je vous dis, on s'assure qu'il y ait le moins d'erreurs possible. Il y a toujours moyen de nous contacter rapidement parce que, bien entendu, les cours auxquels vous allez être inscrits vont paraître dans votre dossier étudiant suite à l'inscription, donc pour le trimestre d'été. Je ne sais pas si c'était clair. Donc, c'est vous qui allez choisir le répondre à cela, en fait. C'est à vous de faire l'action de dire oui, je m'inscris au cours de stage. C'est à vous de le faire. Comme vous allez choisir aussi 2 cours pour le trimestre d'été, en fait. Donc, vous avez déjà, je dis normalement, en fait. Donc, habituellement, je devrais plutôt dire, donc vous avez fait 4 cours à l'automne, 4 cours à l'hiver et 2 cours à l'été. Donc, vu qu'il semble ne plus avoir trop de questions avant de dire merci à Justine, je voudrais vous dire aussi une information très, très importante. Si vous avez raté un cours pendant le trimestre d'automne ou bien le trimestre d'hiver, tu lis dans mes pensées. Vous comprenez qu'il faut vraiment réussir 10 cours habituellement pour le programme de maîtrise. L'été, c'est un très, très bon moment pour prendre un cours de plus. Mais à ce moment-là, ce sera un cours individuel, avec un prof en individuel. L'idée, c'est quoi, en fait? Le trimestre d'été, les cours durent mai-juin. Mais officiellement, le trimestre d'été, en fait, ça dure mai, juin, juillet, août. Donc, ce qui fait qu'avec ce prof-là avec lequel vous allez faire un cours individualisé, vous pourriez vous entendre avec le prof pour dire, mais je ne vais pas vous faire les remises pendant le mois de mai, le mois de juin, je vais vous faire ça plus tard. Donc, le prof vous demande de faire un travail, vous vous entendez avec le prof, vous avez un plan de travail, et là-dessus, vous faites vos 2 cours pendant mai et juin, et après, vous allez pouvoir utiliser les mois de juillet et éventuellement août pour remettre des travaux au professeur. Donc, ça vous permettra, si vous avez raté un cours, de pouvoir le récupérer pendant ce trimestre-là. Mais vous pouvez prendre un seul cours comme ça, par contre. Donc, si vous avez raté 2 cours, là, ça pose un problème parce que vous êtes obligé de refaire à l'automne. Mais au moins, si c'est un cours, vous pourrez faire ça pendant le trimestre d'été. Donc, ça, c'est un moyen important qui vous permettrait de le faire. Mais aussi, si votre moyenne est trop basse aussi, pour pouvoir remonter votre moyenne pour que vous puissiez réussir votre année scolaire, votre année académique. C'est vraiment important. Ça veut dire qu'il faut indiquer qu'on ne va pas faire de stage pour le trimestre d'été, mais qu'on va juste choisir plusieurs cours. On va continuer en automne pour faire 2 cours en plus. C'est ça? Dans ce cas-ci, là, quelqu'un qui me dirait qu'il continue en automne, ça signifie que c'est quelqu'un à qui il manquerait beaucoup de cours. Ouais, si vous manque autant de cours, non. Si vous manque autant de cours, on va même pas on va pas vous mettre dans la liste des étudiants pour choisir. Ah oui, on va vous mettre parce que vous allez quand même choisir les cours à l'été. C'est vrai. Vous serez quand même de la liste. Mais on ne pourrait pas vous inscrire au stage parce qu'on le verrait que vous n'avez pas encore assez de crédits normalement. Donc, si vous n'avez pas, en fait, à l'été, normalement, pour vous inscrire au stage, vous êtes supposé comme avoir à peu près 21 crédits, 24 crédits déjà faits. Parce que c'est 6 crédits qui vous manquent. À la limite, OK, vous pourriez avoir autour de 18 crédits. Mais si on voit que c'est plus bas que ça, donc c'est certain que vous ne pouvez pas le faire. Mais des personnes qui sont dans cette situation-là, il faut m'envoyer un email pour qu'on se parle. Parce que l'autre aspect qu'il faut savoir, il y a des contraintes administratives, en fait. Parce que le problème qui se pose, pour les étudiants français, c'est moins compliqué, mais pour les étudiants qui ne sont pas français, ça peut arriver, en fait, que vous payez un tarif parce que vous avez une bourse d'exemption. Mais si vous êtes obligé de suivre encore des cours à l'automne, OK, vous risquez de ne pas avoir la priorité. Donc, c'est extrêmement important qu'on communique pour que moi, je puisse communiquer avec le bureau de l'International pour expliquer la situation, pour dire, écoutez, voilà tels étudiants qu'on a, pour les avertir très tôt, puis pour qu'ils puissent vous réserver une bourse pour que vos frais ne soient pas majorés pour l'automne prochain, en fait. Donc, c'est extrêmement important de faire cette démarche-là assez tôt pour que moi, je puisse être informé. Moi, j'informe le bureau du registrar et le bureau de l'International par rapport à ça.
D'accord. Merci. Ouais. Mais de toute façon, ceux à qui il manque des cours, normalement, j'ai la liste. Je vais vous contacter pendant la semaine pour avoir une petite rencontre avec vous parce que là, on a fait le travail de voir la moyenne de tous les étudiants. Et puis là, je voulais que le trimestre avance un petit peu, mais je vais vous rencontrer probablement la semaine prochaine pour discuter de ces choses-là au besoin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une dernière question par rapport au trimestre d'été. Est-ce qu'on va avoir une communication par rapport à savoir comment ça se déroule à distance on n'a pas eu de communication par rapport à ça. On sait pas. On va déjà choisir nos cours, mais on ne sait pas comment ça va se dérouler en fait. Savoir si on va avoir une communication par rapport à ça. Écoutez, il y aura une communication officielle, mais avec tout ce qu'on voit, je pense que ce sera à distance là, parce que là, on n'est même pas, parce qu'actuellement, on a fait des rencontres pour la session d'automne, et pour la session d'automne, OK, on se prépare pour qu'on soit en présentiel, mais on dit qu'il y a de fortes chances qu'on soit à distance encore ou bien en mode hybride à l'automne. Donc, pour l'été, moi, ce qu'on m'a dit officieusement, lors de cette rencontre-là, on a dit oui, à l'été, on continue de la même façon qu'on est maintenant. Probablement pour les étudiants qui sont ici, il y aura plus d'activités sur le campus, OK, pour les étudiants qui sont ici, qui sont à Chicoutimi, mais pour les cours, ce sera à distance. OK, merci. De rien. Mais aussi, vous comprenez que ça serait vraiment un peu compliqué pour les gens qui sont en France de leur dire « Vous devez venir ici pendant l'été pour les 2 mois de cours, en fait. » C'est sûr que ça serait parfait de venir. Et puis, en plus, la chose aussi, il faut l'avouer, l'été, c'est parfait ici à Chicoutimi, sérieusement, en fait. C'est vraiment super intéressant. Ça serait bien de vous dire de venir, mais ce qu'on entend de les nouvelles n'est pas du tout favorable à ça, là. On parle de 3e vague en Europe, donc c'est sûr que les gens, c'est pas le plus confortable qu'on pourrait. On ne pourrait pas demander ça aux étudiants de toute façon. J'ai pris la peine de remettre dans le chat le courriel SAI-UQAC pour les questions concernant les assurances, documents légaux. Si vous avez des questions concernant les stages, les programmes, votre cheminement, c'est à moi directement. Si jamais je ne suis pas capable d'avoir la réponse, je contacterai Bob. Tout ça. N'oubliez pas, quand c'est en lien avec votre dossier étudiant, d'ajouter votre code permanent dans votre courriel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben, je tiens à remercier tout le monde de votre présence, mais aussi merci à toi, Justine. C'est toi qui as fait le gros du travail, donc qui a parlé la plupart du temps. Donc, merci. Merci à toi, Justine, et puis merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.